recherche qui est dédié aux religions, droit, économie dans l'espace méditerranéen. Vous savez qu'il y a les systèmes de traduction, donc n'hésitez pas à vous connecter. Je crois qu'il soit assez simple passer à la traduction. Vous avez bien reçu les calendriers de nos séminaires, donc ils vont commencer aujourd'hui avec une analyse de certains cas nationaux. À la printemps, on a plutôt traité des sujets généraux. On est un peu dans l'esprit de 10 années après les printemps arabes, donc ce sujet un peu discuté, même sur le choix de la saison qui a été choisi pour définir les mots. On a un peu discuté sur les différents aspects politiques, économiques au printemps. Et à partir d'aujourd'hui, on va suivre un peu en synthèse donc certaines histoires nationales. Aujourd'hui, on va commencer du Maroc qui a une histoire tout à fait particulière à l'intérieur de cette catégorie des printemps arabes, parce que notamment, il a d'un certain sens anticipé le printemps, un pré-printemps, il a suivi un parcours qui, dans la catégorie générale, peut avoir à ses spécificités. Et donc, pour cela, on a avec nous deux relateurs, deux personnes qui vont nous parler, la professeure Fadma Atmous et le professeur Benhamed Ouga, qui seront présentés par le professeur Mohamed Mouakit, qui va présider la séance et qui je remercie beaucoup. Le professeur Mouakit a été professeur à l'université de Casablanca, à l'université Hassan II, et il a été aussi professeur à l'université de l'Insubri, donc, où il a donné des cours et il a participé à la Winter School, la dernière après le COVID-19. Donc, on a eu la chance d'avoir ces cours jusqu'après la fermeture de notre université. Et donc, je laisse lui la parole et je voudrais déjà vous dire qu'il y aura tout le temps pour poser des questions, comme toujours, à la fin des deux relateurs, et ils seront eux-mêmes qui prendront en charge les questions et donc vous répondront. Donc, encore merci, bonne écoute à tous et à toutes, et donc, Mohamed, à toi la parole. Merci, je salue à mon tour l'auditoire, les intervenants. Je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs du projet PrimeAid et de l'occasion qui nous a été donnée d'être impliqués dans ce projet. Je ne vais pas m'attarder longtemps dans les présentations. Je voudrais néanmoins un peu situer le cadre des deux interventions. Les deux intervenants vont discuter de certains aspects du changement politique ou du changement tout court, mais en particulier du changement politique au Maroc, dans le contexte et dans la temporalité de ce qu'on a appelé le printemps arabe, en mettant entre guillemets cette expression, mais que personnellement je maintiens comme expression parce qu'elle permet quand même de repérer dans une séquence qui me semble extrêmement importante de par sa signification, même si on peut éventuellement relativiser les résultats, les conséquences des événements du printemps arabe. Ce sera matière à discussion. Je dis cela parce que la littérature produite autour du thème du printemps arabe, de ses conséquences, me semble avoir été marquée largement par le désenchantement, par le pessimisme du fait que le printemps arabe a débouché soit sur l'arrivée au pouvoir des partis islamistes, soit finalement
a connu un retour vers la main de fer des régimes autoritaires. Et donc, l'impression que l'on a à la lecture donc, de ce qui s'est produit sur cette thématique est plutôt celle donc, du désenchantement. Il me semble quand même que peut-être le politiste, le politologue, de par son approche et de par son intérêt porté sur le temps présent, il tend évidemment à relativiser, peut-être à aller dans le sens de ce désenchantement. Néanmoins, il me semble que tous les événements, et entre autres donc, les événements liés au printemps arabe, sont à situer dans la perspective historienne du long temps. Dans la perspective du temps court, on peut éventuellement être confronté à des résultats pas très significatifs. Mais dans la perspective historienne du temps long, avec le recul qu'a l'historien et la possibilité d'analyser avec recul et donc, j'allais dire objectivité, il est possible peut-être de conférer à des événements apparemment peu significatifs dans une perspective de court terme une signification beaucoup plus importante à long terme. C'est juste une manière un peu d'introduire cette distinction entre le temps court et le temps long. Le temps court est celui, en général, celui du politologue. Et donc, il tend à évaluer les choses en général dans le court terme. Rien n'empêche que le politologue puisse évidemment inscrire les choses dans le long terme. Mais rivé à la réalité du présent, il ne peut pas jouer au prophète. Alors, ce qui est peut-être demandé aux politologues, c'est d'évaluer à partir des événements la capacité d'un système politique à s'ajuster par rapport à des contraintes de changement. Par exemple, la protestation, M. Houga en parlera, l'action protestataire, ou éventuellement également d'évaluer les limites du système politique à s'ajuster. Quel que soit le système politique, il est amené d'une certaine manière aussi à subir des contraintes et d'une certaine manière à avoir ses propres limites. Et donc les interventions, je ne veux pas du tout impliquer les intervenants dans ma vision des choses, mais je pense que les intervenants vont nous situer dans l'analyse du temps court, celui de l'action protestataire au Maroc, dans le contexte du 20 février, et donc celui de l'action des femmes en tant qu'actrices en particulier, impliquées dans cette dynamique du mouvement février. Et donc voilà les deux interventions. La première intervention, et je vais par là même proposer, suggérer de changer l'ordre des interventions, sera celle de M. Houga, qui est actuellement enseignant, chercheur, si je ne me trompe pas, à l'Université de Fès, donc, qui a à son compte plusieurs publications et qui a donc fait une thèse dans le domaine justement de l'action protestataire, une thèse excellente, dont j'ai été membre de jury. Également, par la suite, l'intervention de Mme Fatma Aitmous sur l'action particulière des femmes et qui, là aussi, bon, sera le fait d'une sociologue et d'une politologue largement, disons, exercée sur la recherche dans ce domaine et nous fera part un peu de sa recherche en cours sur l'action donc des femmes en rapport avec donc le mouvement du 20 février et donc avec le printemps arabe.
Je ne sais pas, parce qu'à un moment, il m'a semblé que techniquement, peut-être il y avait une interruption. Est-ce que les choses semblent normales? OK, très bien. Donc, je vais tout de suite passer donc, la parole aux intervenants en demandant à monsieur... And I would like to therefore ask Professor Uga et nous dire ce qu'il pense de l'action protestataire au Maroc. À toi la parole. Alors, bonsoir à tout le monde. Je remercie infiniment les responsables de ce programme par vouloir me faire joindre à travers, bien sûr, notre professeur C'est Mohamed aux conférences concernant les changements dans le monde arabe, notamment après le printemps arabe. Mon intervention est intitulée « Mobilisation protestataire et changement institutionnel au Maroc, analyse de 10 ans d'évolution après le printemps arabe ». Il s'agit bien sûr d'une temporalité qui est courte, ce n'est pas une temporalité longue, mais comme vient le dire c'est Mohamed, les politologues sont si sensibles au court terme. Ils sont souvent emportés par les questions de l'immédiateté, de la quotidienneté du politique et de ses transformations, ses dynamiques, etc. Contrairement, par exemple, aux historiens ou aux anthropologues qui travaillent sur des structures et qui demandent généralement un temps assez long pour pouvoir scatter le pain par le pain, ce qui est le principe directeur des choses, ce qui est le principe fondamental, ou bien ce que les philosophes appellent la fondation ultime du politique, c'est-à-dire cette cause première vers laquelle se ramènent les changements politiques, institutionnels, voire même les régimes politiques. Donc, vous allez me permettre de partager avec vous quelques éléments qui me semblent intéressants dans cette conférence, ou bien dans cette intervention. Commençons d'abord par pourquoi la mobilisation protestataire et pourquoi les mobilisations protestataires. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, la protestation est la marque d'un comportement politique contemporain, de telle sorte que les mesures de démocratie aujourd'hui tiennent en compte le degré de respect ou bien le degré de permissivité à l'égard des protestations, à l'égard de l'action collective protestataire. Même dans les pays que nous qualifions souvent de pseudo-démocratiques ou bien de pseudo-autoritaires, etc., il y a cette tendance à laisser faire les protestations qui fonctionnent souvent comme une sorte de catharsis des émotions politiques, et catharsis des pressions, des mécontentements et des sentiments de colère. Les études des protestations, à scatter par exemple la littérature dans ce domaine, l'on constate que généralement les chercheurs en sciences politiques et en sociologie politique tendent à chercher les facteurs qui se trouvent derrière la protestation, bien ce qu'on a l'habitude à appeler avec Engelhardt par exemple, les comportements politiques non conventionnels, à savoir que par exemple les élections sont appelées des comportements politiques conventionnels. Donc j'ai dit que la littérature est saturée. Il est saturé depuis la perspective des études qui se focalisent sur la définition, l'identification des facteurs qui sont responsables du déclenchement des protestations. Alors que les faits, ou bien les effets des protestations sur le changement politique, sur les rapports au pouvoir, sont de moins en moins étudiés. Il y en a un nombre assez rare de chercheurs à travers le monde qui s'intéressent à cette problématique dans laquelle l'action protestataire se construit comme une variable indépendante et le design institutionnel se construit comme une variable dépendante,
Donc, cette contribution modeste, bien sûr, a quelque chose à ajouter à la littérature et au marché international de sciences politiques sur cette problématique exactement, en prenant comme cas de figure le Maroc, un pays du nord d'Afrique qui a ses caractéristiques culturelles, politiques, qui a également ses spécificités au niveau de la culture politique qui se tend plutôt la consistance du régime politique, etc. L'action protestataire dans cette littérature rarissime, elle est connue surtout par ses incidences sur le rapport social au pouvoir. Elle est connue également par sa fortune au niveau de l'influence des conduites, bien des actions et réactions des régimes politiques, mais aussi de l'évolution de la performance des institutions. Donc, le Maroc fait partie, comme je viens de le dire, de ce spectre large des pays en voie de développement qui connaissent une escalade de l'action protestataire pacifique, c'est-à-dire des soulèvements qui se voient du jour au lendemain sur la voie publique, sur l'espace public. Ces protestations ont tendance à contester les politiques publiques, à contester les politiques de développement, les inégalités spatiales, etc. Donc, les répertoires de l'action collective varient entre les démonstrations dans l'espace public, les grèves, c'est-à-dire les sittings, etc. Ce qui montre que le Marocain est aujourd'hui en train de passer de l'infrapolitique, c'est-à-dire de ce texte caché bien décrit par l'anthropologue et le politologue américain Jim Scott. Donc ce passage de l'infrapolitique à la surface politique, c'est-à-dire au lieu de dire les choses dans les oreilles, au lieu de se livrer uniquement à l'intimité politique, le Marocain d'aujourd'hui tend en effet à s'affirmer politiquement sur l'espace public. Alors, la question que je me pose dans cette intervention, c'est quel est le degré auquel les pressions, par le bas, les pressions protestataires, quel est le degré auquel les protestations influencent les choix institutionnels et les paramètres clés de la gouvernementalité politique. Et je prends comme variable opérationnelle de cette gouvernementalité politique deux éléments qui sont monnaie courante dans la littérature anglo-saxonne de sciences politiques. C'est les contraintes sur l'exécutif et l'indépendance de la justice. Voici donc les deux paramètres que je vais discuter dans une deuxième partie de mon exposé, après avoir donné dans une première partie un aperçu sur l'évolution protestataire du Maroc après le dit printemps arabe. Voilà, donc c'est l'élément fondamental, bien les deux éléments fondamentaux que je voudrais surtout discuter dans le cadre de cette intervention. Alors, j'aimerais bien passer directement au graphique suivant qui affiche deux étapes, bien deux grandes périodes depuis 1997 jusqu'à 2018 en matière d'évolution trimestrielle de la taille des mobilisations protestataires au Maroc. La base dans laquelle j'ai construit le graphique, c'est la base ACLED. C'est une base internationale qui porte sur les soulèvements, les conflits militaires, etc. Alors, comme nous le constatons bien, il y a la première période qui est souple, qui connaît des fluctuations douces de protestation et qui s'inscrivent politiquement sous le règne de Mohamed VI et les deux gouvernements socialistes et technocratiques. Il incarne l'affichage de l'ouverture vigilante de la structure d'opportunités politiques favorable socialement au passage de la culture subalterne du registre de l'exit à celui de Voice, pour reprendre ici les concepts d'Albert Hirschman. Et nous avons la deuxième période qui est très mouvementée, comme vous la voyez bien
là où les protestations sont certainement fluctuées, mais ils tendent généralement vers la hausse. Ils tendent vers la hausse. Donc, ça intègre toutes les protestations qu'a connues le Maroc, celle du Rif, celle de Jrada, celle de Zagoura, Ouarzazate, mais également les protestations des professeurs, disons, contractuels. C'est Mohamed connaît bien le phénomène qui a battu la chamade dans les rues de Rabat. Donc, voici la première donnée qui me semble intéressante à prendre en considération. On a souvent l'habitude d'expliquer les mouvements de protestation et leur naissance au Maroc. Certes, les théories sont très abondantes, mais rares sont les chercheurs au Maroc qui ont abordé la dimension démographique. Et c'est ce qu'on appelle le ratio démographique des mobilisations. C'est un ratio que j'ai essayé de construire sur les données du HCP. Et lorsque ce ratio est supérieur à 1,5, lorsqu'il est supérieur à 1,5, alors il y a lieu de voir les protestations se déclencher. Alors, même s'il y a une baisse de ce ratio démographique, généralement, jusqu'aux années 2013-2014, il est situé aux alentours de 1,5, ce qui constitue, selon un certain nombre de théoriciens, un élément de déclenchement, ou bien qui aide à déclencher. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le gonflement démographique des jeunes, lorsqu'il n'y a pas d'opportunité du travail, lorsqu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, ça occasionne un stress démographique, un stress sur les décideurs, ce qui constitue en effet, donc il y aura un déséquilibre entre les ressources et la base démographique, ce qui est de nature à donner lieu à des protestations et des mécontentements collectifs. Dans les régions qui ont été secouées par les soulèvements sociaux au Maroc, nous avons fait la constatation que le Rif, Jrada, Husima, Ouarzazate connaissent un taux, ou bien un ratio de mobilisation très élevé, c'est-à-dire supérieur à 1,5, ce qui, d'une manière ou d'une autre, valide, si vous voulez dire, la dimension démographique. Je renvoie, bien sûr, pour les étudiants dans ce cadre, je renvoie les étudiants ou bien l'auditoire qui nous accompagne de se référer dans ce domaine à Peter Turchin, Jacques Goldstone, qui s'intéresse beaucoup à la structure démographique de la population dans son rapport avec les révolutions et dans son rapport avec les mobilisations protestataires. Voilà. Alors donc, mais il y a un élément fondamental auquel il faut prêter attention, c'est que la deuxième vague foudroyante depuis le 20 février, la deuxième vague foudroyante des mobilisations, ont surtout secoué l'intérieur du Maroc, c'est-à-dire le littoral rural ainsi que l'intérieur, et non pas les grandes villes, les grandes métropoles qui avaient l'habitude de concentrer les activistes et de concentrer, si vous voulez dire, les mobilisations protestataires. Les choses ont changé de manière à signaler un nouveau cycle protestataire, à reprendre ici la terminologie de Sidney Tarrau et de Charles Tilly, le cycle de protestation. Donc, comme vous le voyez bien, à partir de 2013, nous pouvons constater le soulèvement des régions périphériques au Maroc, c'est-à-dire le littoral urbain, plutôt le littoral rural, l'intérieur et aussi les provinces. Dans les provinces du sud du Maroc, il y avait un certain nombre de protestations, bien sûr, qui contestent les politiques publiques et qui demandent plus de ressources, plus d'allocations de ressources, etc. C'est comme à l'intérieur du pays. Donc, nous n'avons pas trouvé de grandes différences dans le contenu, si vous voulez dire, de la sémantique politique entre les deux formes de protestation. Alors maintenant, cette étape de la présentation de l'état de l'éblouissement et de l'effervescence sociale dans le Maroc
pendant 10 ans, c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à 2018, 2019 jusqu'à 2020, parce que 2019, il y avait le coronavirus, donc la tendance aux protestations sur l'espace public ont un petit peu diminué parce qu'il y avait des mesures d'urgence, une sorte de limitation de la mobilité, des déplacements. Il n'y avait pas donc de mobilisation qui ont changé de lieu, comme nous le verrons lors de la discussion de la deuxième partie concernant les institutions, pour utiliser les espaces et les réseaux sociaux comme un espace dans lequel se déploie un activisme de nature un petit peu différente, mais également qui ne différencie pas, c'est-à-dire qui également constitue une nouvelle forme online d'activisme, activisme online. Voilà. Voilà donc la première partie. Alors la deuxième partie, nous allons voir comment les protestations, y a-t-il un lien entre les protestations et le changement des institutions, et notamment les contraintes sur l'exécutif et l'indépendance de la justice. Nous savons très bien aujourd'hui que les deux paramètres de la gouvernementalité politique sont les plus tenus, les plus considérés, les plus mis au point par les chercheurs au niveau international, notamment dans les recherches quantitatives, c'est-à-dire celles qui utilisent les mesures et les métriques politiques, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment l'appeler, il n'y a pas encore une... Ça existe, comme par exemple l'économétrie, je ne sais pas si nous pouvons dire politicotrie, c'est quelque chose comme ça en français. Je ne sais pas s'il y a un terme qui peut remplacer ça, mais en tout cas, ce sont les méthodes quantitatives qui ont cette façon d'étudier le politique d'un point de vue métrique. Donc, en ce qui concerne les institutions, ou bien le changement des institutions, je vous présente ici les contraintes législatives et judiciaires sur l'exécutif. Au Maroc, toujours, c'est le Maroc qui est concerné par ces données. C'est ce graphique qui a été construit par moi-même dans les données de Variety of Democracy. Donc, dans les pays démocratiques, généralement, l'exécutif est sous contrainte. Il est sous contrainte à la fois du pouvoir législatif qui traduit la volonté générale. On dit que la loi est l'expression de la volonté générale dans le lexique juridique, mais également la justice. Alors, nous pouvons constater dans ce graphique... Alors, oui, donc 5 minutes et je vais... L'ordinateur qui... Ah oui, mais il me reste 5 minutes à peu près, bien 5 minutes. Alors, comme nous voyons bien, nous constatons que Maroc, généralement, ni le législatif ni le judiciaire n'influencent pas d'une manière assez fervente ou bien d'une manière assez remarquable l'exécutif. Si nous regardons la courbe rouge, par exemple, c'est les contraintes législatives sur l'exécutif. Donc, il est stable depuis 2004 jusqu'à 2020, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de changement. Ce qui veut dire que lorsque l'exécutif est pris sous le prisme du pouvoir législatif, il n'y a aucun changement. Ce qui veut dire que le pouvoir législatif n'exerce pas contrainte sur l'exécutif. Pour la simple raison, nous connaissons ça au Maroc, parce que le législatif il est subjugué grâce à la technique, à la rationalisation du Parlement, le parlementarisme rationalisé, et également au fait que la majorité, comme vous le connaissez bien, donc réduit le caractère offensif du Parlement. Donc, il reste qu'il existe un effet de la justice sur l'exécutif et surtout à partir de 2016. À partir de 2016, l'exécutif au Maroc semble un petit peu sensible par rapport à la justice. Voilà. Donc, ça, c'est un élément, bien que l'influence est très minime, mais c'est un élément qu'il faut prendre en considération et nous pouvons donc... c'est ce que nous allons voir dans les éléments qui viennent par la suite, renvoyer dans ce cadre aux réformes institutionnelles et surtout
la forme constitutionnelle et l'instauration du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire l'instauration du pouvoir judiciaire suivant une forme qui est un peu renouvelée, etc. Donc, voilà, ça, c'est l'élément fondamental. Maintenant, nous allons regarder ici, en général, le contrôle c'est-à-dire l'évolution du contrôle de l'exécutif. Donc, y compris le législatif, le judiciaire et les autres formes ou bien les autres forces qui peuvent exercer une influence sur l'exécutif, par exemple les protestations. Alors, nous allons voir qu'à partir de 2010, ou bien c'est plutôt à partir plutôt de 2011, nous allons voir qu'il y a une montée, une évolution degré par degré du contrôle sur l'exécutif. Ce qui veut dire que la rue, dans ce terme assez mondain, la rue exerce effectivement une contrainte sur le fonctionnement de l'exécutif. Alors, je donne un exemple sur l'impact des protestations sur les décisions de l'exécutif, alors que les Marocains étaient en plein confinement en mars 2019, le gouvernement du PJD a malicieusement adopté le projet de la loi 2220 sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un projet de loi qui est appelé, plutôt un projet de loi qui est baptisé la loi Bavette. La loi Bavette, il a été adopté au Conseil du gouvernement le 19 mars 2020. Le projet passe quasiment inaperçu et prévoit des peines lourdes contre quiconque diffuse un propos contre une entreprise ou un produit commercial, faisant fi des conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière des droits de l'homme. Alors, les débats font rage sur les réseaux sociaux. Les réactions de l'opinion publique ont été si virulentes que le gouvernement est amené à faire endormir, je dirais bien endormir le texte qu'il a administré à l'insu des Marocains en violation des exigences de la publicité et du respect de la liberté d'expression. Donc voilà l'une des pressions les plus importantes qui proviennent du bas, qui proviennent par le bas et qui exercent une influence considérable qui font que le contrôle de l'exécutif est passé, c'est-à-dire à réaliser une hausse importante depuis 2011 et qui va se fixer ou bien qui va se stabiliser sur jusqu'à 2020. Voilà donc un élément pour montrer la preuve de ce que je viens de dire. J'ai construit ce schéma dans la base de données Pandemic Commitment Indicators of Morocco. Donc, c'est un schéma que j'ai construit dans une base de données relative au degré du respect par les gouvernements internationaux des droits de l'homme lors de la crise épidémiologique que les différentes parties du monde ont connue. Donc, nous pouvons constater qu'en bas, je ne sais pas si c'est clair ou non, nous voyons que la restriction des libertés, de la liberté d'expression et des médias, nous voyons qu'il a connu au Maroc des violations majeures. Donc aussi la violation du droit, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui montrent que l'exécutif à lui seul ne peut pas respecter le droit, etc. Il faut qu'il y ait des forces. Il faut qu'il y ait des forces législatives, etc. Malheureusement, dans notre contexte, le législatif il est tombé en quenouille depuis longtemps, depuis les années 60. Vous connaissez très bien, c'est Mohamed, Madame Fadma, ils connaissent très bien l'évolution institutionnelle au Maroc, l'évolution du pouvoir législatif. D'ailleurs, on l'a qualifié on a qualifié le Parlement marocain le pouvoir comme une instance d'intercession, comme une instance plutôt d'intercession que de contrôle politique, etc. Donc, les écrits classiques de Si Mohamed Touzé et d'autres. Voilà, alors passons au dernier point, c'est l'indépendance de la justice.
Alors aujourd'hui, l'indépendance de la justice figure mieux dans les constitutions des pays démocratiques, mieux que la séparation du pouvoir, parce que l'indépendance de la justice est aujourd'hui un élément auquel les chercheurs prêtent l'attention dans l'évaluation des systèmes politiques, notamment du point de vue démocratique. Alors, en ce qui concerne le Maroc, je présente ici les données que j'ai pu construire dans le Variety of Democracy. Alors, comme vous pouvez le constater, alors il y a une stabilité, ou bien plutôt un déclin, un déclin doux, qui n'est pas assez affirmé, mais de l'indépendance de la haute cour, c'est-à-dire de la Cour de cassation, les instances supérieures, c'est-à-dire les juridictions ou bien les instances supérieures de la justice, c'est la haute cour ou bien ce qu'on appelle la Cour de cassation. Mais en ce qui concerne les juridictions inférieures, il y a une tendance vers la hausse de l'indépendance de la justice. Donc voilà, ce sont des données qui sont issues des surveys d'experts. Alors finalement, j'aimerais bien mentionner un point, c'est que les idéaux politiques soulevés sont loin d'être réalisés, notamment les designs institutionnels qui sont forcément connectés au contenu démocratique des régimes politiques. Je voudrais seulement faire une petite remarque sur la justice, et j'ai prélevé un petit segment, un petit passage du rapport sur le modèle de développement, dans lequel est affirmé qu'il y a un sentiment d'insécurité judiciaire et d'imprévisibilité qui limite les initiatives en raison d'un décalage entre certaines lois comportant des zones grises et les réalités sociales vécues, d'une justice qui pâtit d'un manque de confiance, d'une bureaucratie tatillante et recours inopérant. Voilà, donc je viens vers la fin de mon texte. Je souhaite que je n'ai pas consommé beaucoup de temps et empiété par conséquent sur celui qui est réservé à ma collègue Madame Fadma. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre générosité également. Alors, donc, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au contraire, vous avez, je pense, largement respecté le temps imparti. Je voudrais juste, pour l'organisation de la suite des choses, faire remarquer la chose suivante, c'est que pendant votre intervention, les personnes qui assistent à l'auditoire posent des questions. Donc, je demande à l'intervenant de noter tout de suite les questions qui l'intéressent, vous voyez, de faire le choix des questions qui lui semblent pertinentes et importantes. Et donc, une fois que Madame Fadma aura terminé, donc vous serez, je pense, intervenir pour les réponses. Et après les réponses, Madame Fadma aura le temps également de prendre connaissance des questions qui sont posées au fur et à mesure et de pouvoir donc se préparer aux réponses. Donc, sans plus tarder, je vais demander donc à Madame Fadma d'intervenir sur sa thématique qui porte donc sur les femmes et donc en rapport évidemment avec le printemps arabe, le mouvement du 20 février. Et j'imagine que quelque part, son intervention s'articulera donc à la première intervention, puisque elle aura à évaluer d'une certaine manière, ou à nous donner une idée un peu de l'action des femmes dans le contexte du mouvement du 20 février. À toi la parole, Fadma, chère Fadma. Merci beaucoup, cher Mohamed, pour l'invitation et pour la présentation. Un grand merci aussi à tous les organisateurs. Et aussi merci à mon collègue qui a mis en contexte aussi le cas Maroc pour notre auditoire.
Pour moi aussi, donc, je vais essayer de ne pas trop m'étaler afin de donner l'occasion aux questions. Au moment de ce que tu appelles le printemps arabe, oui, gardons le label parce qu'il est courant, enfin, même s'il est questionné, etc. Mais en tout cas, moi j'appelle au moment de 2011 au Maroc, les acquis, on va dire, des mouvements de femmes, des droits des femmes au Maroc étaient déjà assez considérables. Je mentionnerai des choses, mais si vous avez des questions par la suite, on peut revenir à l'historique. On mentionnera le Code de la famille de 2004, l'évolution du nombre de participation des femmes en politique, dans des postes de responsabilité, etc. etc. Donc, et au niveau comment dirais-je, au niveau du printemps arabe, les femmes ont contribué, elles étaient présentes, très présentes et visiblement présentes. Si vous pouvez revenir aux photos des manifestations de 2011, elles étaient massivement présentes. Sauf que il y a eu un décalage entre cette présence significative sur l'espace public et les revendications ou les pancartes, les slogans que le mouvement avait portés durant ce moment. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais aussi signaler que ce travail, comme l'a dit Mohamed au début, c'est un travail en cours que je mène avec une collègue, Selma Bouchiba, qui est aussi chargée de cours à l'Institut néerlandais de Rabat, le NIMAR, et elle est doctorante en anthropologie. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais c'est-à-dire je présente ce travail en nom de nous deux. Donc, c'est un travail que nous avons commencé à partir de 2019 et qui a été interrompu comme tous les travaux de terrain par la situation de la pandémie, dans lequel, en fait, nous sommes revenus un peu sur ce que disait Mohamed au début, qui est un retour rétrospectif dans le temps sur cette expérience du printemps arabe version marocaine, ou ce qu'on a appelé au Maroc localement le mouvement du 20 février, et à partir d'une perspective, on va dire, féministe, du regard des activistes femmes. Mais en fait, en préparant cette communication, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être mener aussi des entretiens avec des jeunes hommes qui ont participé au mouvement pour voir pourquoi ils excluaient, par exemple, cette question d'égalité, etc., dans les slogans. Parce qu'on a recueilli, depuis le début de ce terrain, 6 entretiens vraiment approfondis. Quand je dis approfondis, c'est vraiment des séries d'entretiens avec la même personne plusieurs fois. Et donc, ça serait bien aussi de mener la même démarche avec des hommes activistes militants qui ont composé en fait le mouvement du 20 février, venant de plusieurs horizons idéologiques et politiques différents. Donc, en fait, les entretiens, on les a focalisés sur les parcours, sur les trajectoires politiques de ces jeunes femmes. Là, théoriquement, je peux vous envoyer au concept de carrière politique et qu'est-ce qu'elle signifie par rapport à ces jeunes femmes, parce que l'idée, c'est de les voir en fait avant le mouvement, c'est-à-dire leur socialisation politique ou pas, pendant le mouvement, qu'est-ce qu'elles ont appris en termes de nouveaux concepts, de nouvelles manières de faire, d'organisation, de dialogue avec les différents, etc. Et après, c'est-à-dire, nous, donc ça c'était en 2011, nous, les entretiens, c'est 2019-2020. Donc vraiment, il y a une certaine temporalité qui donne à réfléchir sur une évaluation, une critique, etc. Donc, c'est cette perspective-là elle est aussi basée sur la mémoire et sur les archives. Donc, on a essayé aussi de travailler avec les documents qu'elles ont encore gardés, les photos, des enregistrements, etc. Donc, le moment du mouvement février au Maroc est considéré par nous ici comme une sorte d'entrée, comme un prétexte pour questionner en fait quelques hypothèses, quelques analyses qui ont été soulevées dans les rares, je dis rares études qui ont été consacrées à la place des femmes au sein du mouvement du 20 février. À savoir, il y a en fait, j'ai deux
deux grandes questions. On a deux grandes questions sur lesquelles on a travaillé. C'est la question la question générationnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une nouvelle génération de jeunes qui ont porté le mouvement et qu'est-ce que ça signifie en termes d'analyse générationnelle, en termes de conflits intergénérationnels, de problèmes de tutelle, etc. Ça, c'est le premier point théorique. Le deuxième point, c'était à partir d'un texte publié par Zakia Salim, qui est une sociologue basée aux États-Unis, qui avait fait un papier, je pourrais vous le partager après, sur, elle parle d'un nouveau féminisme, mais avec un point d'interrogation. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'hypothèse d'un nouveau féminisme au Maroc. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train de tester à partir de ces entretiens approfondis. Est-ce que c'est un nouveau féminisme ou c'est un nouveau discours porté par une nouvelle génération de jeunes? Et pour lier aussi avec votre thématique du religieux, donc dans cette présentation, je vais me focaliser sur deux parcours, deux portraits de jeunes femmes, Karima et Amal. J'ai modifié les noms parce que éthiquement, c'était un peu ça le deal éthique avec elles. En attendant peut-être de voir si elles veulent garder leur nom, puisqu'elles sont des leaders aussi dans la publication finale. Donc les deux, elles sont adhérentes, une à un parti, un Nahj démocratique, la Voie démocratique, qui est un mouvement de gauche d'inspiration marxiste, et l'autre, elle fait partie de l'organisation islamiste Bienfaisance et Justice, qui est tolérée mais pas reconnue, mais qui avait un point très, très important dans les manifestations du 20 février. Donc en choisissant ces deux portraits, c'est aussi pour vous démontrer cette lecture qui a été faite de la place des femmes dans le mouvement du 20 février, avec une massive participation des militantes de cette association islamiste, et des différends et des conflits et la difficulté de dialogue entre disons, les deux grandes tendances de féminisme marocain, à savoir, je schématise là de manière très très simpliste, désolée, les progressistes modernistes et les islamistes. Mais bien sûr, comme vous le savez, il y a beaucoup de nuances entre ces deux grandes tendances. Mais en tout cas, c'est un peu pour vous montrer les deux tendances. Donc, je vais commencer par le premier portrait qui est Karima. Donc, c'est une jeune militante d'un Nahj démocratique qui est la Voie démocratique. Comme j'ai dit, c'est un mouvement de gauche d'inspiration marxiste. Elle remonter sa socialisation politique au lycée, les deux. Donc, c'est pendant le lycée, et là, dans un cadre informel, une sorte de club des droits humains, encadré par des professeurs d'histoire géo, de philosophie, de gauche, bien sûr, qu'elle apprend, qu'elle s'initie aux discussions, avec des activités artistiques, etc. Puis par la suite, elle va adhérer à l'Association marocaine des droits de l'homme, parce que aussi, elle provient d'une famille dont les parents font partie de cette association, donc il y a une sorte de filiation, on va dire. Ensuite, elle va intégrer, comme j'ai dit, Nahj démocratique, donc la Voie démocratique, où elle va passer par de sympathisante à membre de bureau local, et ensuite membre de ce qu'ils appellent la commission nationale. Elle adhère fin 2008, entre 2009 et 2013, et elle va quitter en 2013. J'expliquerai par la suite pourquoi elle a quitté. Ensuite, il y a eu donc le moment du 20 février, ou le contexte qui a eu lieu déjà en Tunisie et ailleurs. Et elle est basée à Rabat. Et donc, il y a eu, avec des jeunes de son âge, des discussions sur que peut-on faire du côté du Maroc, qu'est-ce qu'on peut initier, etc. Et donc, vous connaissez un peu tous l'historique ou le récit de l'émergence du mouvement du 20 février, parce que sur ça, il y a eu beaucoup d'écrits. Donc, il y a eu déjà fin décembre, janvier, des petites manifestations, etc., devant le Parlement, etc. Et c'est-à-dire l'appel vraiment à la création du mouvement du 20 février a été numérique, virtuel,
avec une première, voilà, un appel en ligne et puis une sortie sur le terrain le 20 février, d'où le nom donc, du 20 février. Donc, elle a été un peu dans toute cette configuration durant donc, à Rabat. Et donc, elle a beaucoup participé au début. Et puis, elle raconte, elle relate un peu c'est-à-dire le premier jour, comment ça s'est passé, la création de ce qu'on appelait le Conseil national d'appui au mouvement du 20 février, dont elle donne a posteriori une lecture un peu. Par la suite, elle dit que c'était une erreur de la part des jeunes, parce que le mouvement a été initié par des jeunes, mais ce conseil, parce que ce conseil, il est composé d'un nombre très important, 90 organisations politiques de droit et des acteurs indépendants, et qui ont un peu fait dévier en fait pour elle le mouvement de son horizon premier et surtout de sa composition jeunesse du départ. Et puis, donc, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de tutelles, etc. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que ces jeunes étaient du 20 février, étaient un peu novices en politique pragmatique, j'allais dire, et qu'ils avaient besoin d'appui, d'argent, de connaissances de terrain, par exemple, qu'offrait le mouvement de bienfaisance et justice, qui connaissait très bien le terrain pour les manifestations, etc. Donc, ce Conseil national d'appui était en même temps un appui, mais en même temps, pour elle, a posteriori, c'était une erreur, parce que ces acteurs-là, en fait, commençaient à s'immiscer aussi dans le contenu des revendications, etc. La question principale qui a été ensuite posée, c'était par rapport aux différents aux conflits peut-être qui ont pu émerger au sein de la section du mouvement du 20 février de Rabat, durant l'élaboration de la liste des revendications, puisque donc je rappelle, la liste des revendications du mouvement ne contenait pas des précisions sur, par exemple, la question de l'égalité. C'était beaucoup plus résumé dans le slogan liberté, dignité et justice sociale. Et donc, c'est plus des revendications politiques, sociales et économiques. Et dès qu'il y avait, bien sûr, parce que, comme j'ai dit, la présence des femmes, elle était très, très importante. Les jeunes militantes, par exemple, de la section de Rabat, elles demandaient l'inclusion de la question de l'égalité. Et c'était un refus total, parce qu'on leur répondait « ce n'est pas une priorité ». Et on verra ça par la suite. Nous sommes en train de nous battre contre la corruption, contre d'autres fléaux, etc. La question de l'égalité, la question des libertés individuelles, les autres questions, elles vont venir par la suite. Donc, ceci ça pourrait nous rappeler dans l'historique des féminismes au Maroc durant la période coloniale, où les premières pionnières femmes qui militaient, on leur disait, les droits des femmes, les droits économiques ou politiques, ça viendra après l'indépendance. Donc, on a toujours cette idée de reléguer au second rang cette question d'égalité, de parité, etc. Mais en même temps, en fait, pour elle, c'est aussi lié à la présence de l'autre, différent, qui est, comme j'ai dit, la présence, le poids numérique important du mouvement l'Adl al-Ihsan, qui est justice et bienfaisance, ce mouvement islamiste qui était très présent. Et donc, pour ne pas trop les booster, on va dire, les déranger politiquement, idéologiquement, on ne va pas mettre cette revendication dans la liste. Même si elle est reprise dans certaines pancartes par des acteurs individuels, etc. Voilà, donc pour elle, il y avait ce conflit, et elle relate des incidents, par exemple, où des jeunes femmes, par exemple, soit de son parti ou de la gauche ou d'autres, qui étaient soit habillées différemment, soit dans l'Assemblée générale, elles fumaient. Donc il y avait toujours des petits incidents entre les militants islamistes et les militants de gauche, etc. Mais ce qui l'a
le plus déçue, en fait, elle le dit, la grande déception, enfin, elle me dit, je m'attendais à ce que les islamistes aient cette réaction, mais à ce que les confrères de son propre parti adhèrent et disent, OK, on laisse tomber la question de l'égalité. Et par exemple, on ne met pas les filles à l'estrade pour dire, enfin, pour les pancartes ou pour réciter les slogans, parce que ça va choquer, parce qu'elle elle est habillée d'une manière qui va choquer, etc. Pour elle, venant des islamistes, oui, mais que ses collègues adhèrent à la même idée, ça l'a choquée. Et donc, voilà, autant pour elle, le mouvement du 20 février a été une école, elle a appris beaucoup de choses, mais en même temps, elle a été déçue, et déçue d'abord de son propre parti qu'elle quitte d'abord, et ensuite elle va quitter, bien sûr, elle va arrêter de participer aux manifestations du 20 février. Elle revient aussi sur sa socialisation politique, comme j'ai dit, parce qu'il y a ce moment du 20 février, mais en même temps, elle a entamé des études de master genre dans une autre université à Casablanca. Et voilà, elle le dit, je pourrais lire des citations parce que c'est très, très riche aussi en termes ethnographiquement parlant, de comment voilà, on apprend aussi bien un travail théorique et comment dans le terrain de l'expérience du 20 février et des discussions qu'elle a eues, ça lui a complètement changé de conception. Par exemple, elle dit, j'entendais le terme de société matriarcale, société patriarcale, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. Et dans les discussions parallèles en groupe, je me rendais compte que je ne comprenais pas ces termes. Et c'est justement dans ces cercles de discussion que je commence à me poser des questions. Je découvre qu'il y a une chose qui s'appelle le féminisme, qui n'a rien à voir avec le féminisme dont on nous parlait lorsqu'on était au lycée. Et entre parenthèses, ce qu'on nous disait dans le lycée, que c'est le féminisme, c'est une guerre entre les hommes et les femmes. Et donc là, enfin, il y a plusieurs de ses copines qui refusent d'être taxées de féminisme. Je ne veux pas être taxée de féministe, même si je défends les droits des femmes, dit-elle. Mais durant, comme j'ai dit, ce moment du 20 février, elle dit qu'elle a commencé à lire plusieurs textes, dont les textes de Nawal Saadawi, les textes de Fatima Mernissi, Simone de Beauvoir. Enfin, elle découvre et elle commence donc à se poser des questions. Parce qu'elle dit au début, elle aussi, quand on lui a sorti cette idée de ce n'est pas une priorité maintenant, cette question d'égalité, elle a accepté parce qu'elle a appris dans son parti politique qu'il y a une tutelle. Les autres, ils lui disent, toi, tu ne sais pas, tu es encore jeune, nous, on connaît mieux que toi, etc. Donc, elle avait accepté. Mais comme elle a commencé à lire toutes ces références et à se poser des questions et à discuter, voilà, elle se rend compte que voilà, ce n'est pas ça et elle se rebelle, elle commence à déconstruire. Donc pour elle, le mouvement du 20 février a constitué un moment de rupture dans sa biographie, on va dire politique, entre, dit-elle, mon mois avant le 20 février et mon mois après le 20 février. Je suis devenue une autre personne. Voilà, donc fin de citation. A posteriori aussi, elle se rend compte, elle a une sorte d'évaluation critique aussi, que la manière dont se prenaient les décisions au sein des assemblées générales du 20 février était biaisée parce que ça se faisait sur ce qu'elles appellent l'orientation générale, qui est une mesure biaisée parce qu'elle est notamment basée sur le poids numérique, selon qui mobilise le plus des siens ou des alliés qui vont être présents le jour des votes ou de la prise des décisions, et surtout comment certains partis de gauche, notamment son parti à elle, s'est allié avec ce mouvement islamiste dont j'ai parlé et a adhéré à cette idée de ne pas mettre en place de ne pas faire figurer la question d'égalité des droits des femmes de manière très, très précise dans la liste des revendications. Elle ajoute aussi qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu être prises en charge, notamment par rapport à des choses qui n'ont pas été il y avait des mouvements, mon collègue a parlé beaucoup de protestations, il y avait des mouvements des femmes, des terres collectives, qu'on appelle les Soulalia, qui étaient militantes à cette époque-là et qui sont venues vers le mouvement, mais on n'a pas, par exemple, intégré leurs revendications dans la liste parce qu'ils se disent non, c'est pas prioritaire, etc.
Voilà, donc donc elle s'est retirée, comme j'ai dit, du mouvement et de son parti, parce que dans son parti, on a exercé sur elle un pouvoir de tutelle, parce qu'elle est jeune et elle devait être entre 19 et 21 ans. Et c'est comme si on ne faisait pas confiance à ses décisions politiques, ou il fallait toujours qu'elle revienne au parti avant de prendre une décision au sein du mouvement, etc. Donc, elle a senti ce poids de tutelle générationnelle avec ses supérieurs comme une sorte de contrainte, et elle a quitté le parti. Ce qu'elle retient le plus du moment 20 février, c'est que le mouvement n'a rien produit, à part la liste des revendications. Elle a dit c'est bien de faire des protestations, de sortir sur le terrain, de mobiliser, etc., de lever des pancartes, des slogans, mais en termes théoriques, en termes de réflexion, il n'y a pas de production, dit-elle, elle ajoute, avec toutes les compétences dont le mouvement était composé. Elle dit c'est très timide, ça n'a pas eu de poids, et il n'y a pas eu comment dirais-je, d'horizon, et surtout, elle regrette que le mouvement n'ait pas répondu à l'invitation officielle que la commission de la Constitution, c'est-à-dire la commission qui a été mise en place pour la révision de la Constitution, avait envoyé une invitation à ces jeunes pour qu'ils participent aussi aux auditions et produisent des propositions pour le changement de la Constitution, et ils ne l'ont pas fait. Elle dit, avec la distance temporelle maintenant, je pense qu'on aurait dû participer, proposer et faire voilà, notre proposition. Donc ça, c'était donc le premier portrait. Je suis désolée si j'ai un peu tardé sur ça. Le deuxième, donc, c'est Amal. Amal, c'est une jeune... Pardon? C'est bon? Oui. Le deuxième portrait, donc, c'est Amal. Et comme j'ai dit, c'est une jeune militante du mouvement Justice et Bienfaisance. Et elle aussi, enfin, elle a été socialisée, enfin, recrutée, on va dire, politiquement, par des contacts des élèves du même mouvement au lycée. Enfin, il y a des lectures, enfin, il y a tout un processus de recrutement qui se fait. Je ne suis pas spécialiste, mais je peux vous renvoyer vers les écrits de Myriam Yafout, de Zakia Salim dont j'ai parlé, de Myriam El Haytami, qui a beaucoup plus travaillé sur le mouvement justice et bienfaisance, sur ce processus, comment on fait pour recruter au sein du groupe. En tout cas, pour elle, ça a commencé au lycée. Elle avait 16 ans, et donc elle explique que ça commence par une sorte vraiment progressive aussi, c'est-à-dire tu es dans la préparation, tamhid en arabe, ensuite on devient membre, ensuite on devient responsable. Quand on l'a rencontrée en 2020, elle est responsable à Casablanca de ce qu'ils appellent secteur féminin dans le langage interne du groupe. Mais elle a été surtout comment dire, socialisée par la lecture d'un texte référence interne au groupe, qui est un texte du leader du mouvement, Abdeslam Yassine. Et j'arrive pas je ne sais pas si j'arrive à le traduire. Mohamed, tu pourras me corriger par la suite. Tanwir al-Mu'minat. Enfin, j'ai essayé de traduire éclairer les croyantes. Éclairer les femmes croyantes, et qui constitue pour elle et pour les femmes et les activistes du mouvement comme vraiment une sorte de livre référence, parce qu'il a constitué une sorte de rupture dans la littérature du mouvement. Et ça se situe dans le contexte des années 90, avec aussi la présence de la fille de ce leader, qui est Nadia Yassine, qui a porté on va dire, la section féminine vraiment, et l'a plus visibilisée. Il y a eu tout un travail sur les textes religieux aussi, sur l'interprétation, et comment les femmes, elles aussi, peuvent proposer des interprétations des textes religieux, etc. Et ça aboutit au niveau organisationnel interne à une autonomisation du secteur féminin des femmes. C'est-à-dire, avant, les femmes, elles suivaient, elles dépendaient de l'organisation des hommes. En arabe, c'est très fort, parce qu'ils disent « tabaïn », c'est-à-dire elles suivent. Et pour elles, c'était quelque chose de normal avant ce livre du leader, qui a en fait essayé
de changer un peu la donne. Et ça aboutit justement donc à avoir cette nouvelle organisation où les femmes aussi avaient leur propre organisation. Et ça, comme j'ai dit, ça s'est répercuté aussi sur l'idéologie. Même si, bien sûr, il y a eu, elle raconte qu'il y a eu beaucoup de résistance à cause de la domination de la mentalité masculine, la conception dominante que vous pouvez imaginer. Mais en tout cas, ce livre a été une sorte de révolution et cette autonomisation des femmes organisationnellement a été vécue comme une sorte de total vraiment très, très important pour ces femmes. Il y a eu aussi, mais elle ne parle pas de féminisme, c'est-à-dire en interne, on parle, comme j'ai dit, du secteur féminin, parce que le féminisme, ou nisouya, c'est le terme qu'il utilise en arabe, le féminisme, il est vu par les hommes du mouvement comme une totale libération de la femme, et il y a même ceux qui l'associent à de l'apostasie, c'est-à-dire c'est vraiment contre la religion. Bien sûr, elle dit que cette conception, elle existe toujours, mais elle est de plus en plus limitée et voilà, sa parole est de plus en plus limitée. Donc, donc le terme, il n'est pas utilisé dans le lexique du mouvement et donc on utilise le secteur féminin. Amal considère justement que ce choix de ne pas utiliser le terme féminisme, c'est aussi par respect aux autres féminismes qui ont d'autres contextes, d'autres philosophies, etc. Et que le mouvement en soi, il a des espaces, il a des propositions pour, voilà, avec on va dire des choses communes, même si on ne les labellise pas féministes. C'est ce qu'elle dit. Dans sa trajectoire, elle considère également il y a eu un moment avant, comme j'ai dit au début, avant la réforme du Code de la famille de 2004, il y a eu un moment vraiment de cristallisation politique sur l'espace public, une forte polarité. En 2001, il y a eu des manifestations, les grandes manifestations Casablanca et Rabat, autour de ce qu'on a appelé le plan de l'intégration des femmes au développement, qui est un plan proposé par le gouvernement, et avec beaucoup de points qui considéraient la participation des femmes. Et il y a eu toute une discussion sur l'espace public, mais elle a abouti aussi à des manifestations. Après la mise en place d'une commission pour statuer sur la réforme du Code de la famille. Donc, elle considère ce moment dans sa trajectoire biographique comme important parce qu'elle a beaucoup appris. Et pour le pays et pour le mouvement, elle dit que c'était un passage, là aussi, une évaluation a posteriori. Et elle dit que c'était un passage obligé. Mais il faut faire toujours une sorte de critique, d'évaluation, un retour sur soi par rapport à ça. Là, je voudrais justement parler d'une des hypothèses qu'on est en train de tester, c'est que pour elle, ce moment, ça a été aussi un moment raté parce que ça aurait pu aboutir à un dialogue entre les féminismes islamistes et les féminismes dits progressistes ou modernistes. Parce qu'en 2001 déjà, le mouvement commençait à l'occasion du 8 mars à lancer ce qu'ils appellent la Journée nationale du dialogue pour réunir, dit-elle, ce qu'elle appelle le front féministe marocain. Donc elle voulait que tout le monde puisse dialoguer et constituer un front à partir déjà de 2001, comme j'ai dit, avec toute cette polarisation qu'il y a eu autour de ce projet qui par la suite va donner le Code de la famille, etc. Ensuite, donc il y a eu, comme j'ai dit, le moment du 20 février. Et là aussi, il y a beaucoup de littérature, et mes collègues pourront aussi en parler, sur la participation du mouvement à la justice, ce mouvement islamiste au 20 février, et sa sortie, c'est-à-dire l'entrée et sortie, parce qu'ils sont sortis à un certain moment. Et on l'a analysé en termes d'instrumentalisation, dans le sens où ce mouvement islamiste a instrumentalisé ces jeunes, etc., de par, comme j'ai expliqué, l'importance numérique de ce mouvement dans les manifestations, mais aussi l'appui logistique apporté, etc.
Amal relate aussi comment le mouvement a pris la décision d'entrer, donc cette entrée dans le mouvement du 20 février. Elle rappelle que c'était d'abord dans une interview de cette fille du leader dont j'ai parlé, Nadia Yassine, dans une interview le 9 février 2011, dans laquelle elle avait affirmé que le mouvement était prêt à appuyer et soutenir tout mouvement pacifique de manifestation autour de causes légitimes. Une rapide conclusion, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la réponse donc, aux questions. Donc, une rapide conclusion, et puis on entre dans la séance un peu des réponses aux questions, parce qu'on a beaucoup qui ont été posées à la Très fois. Est-ce que j'ai 2 minutes, si c'est oui. possible? Oui. Très bien. Donc, je vais juste terminer par ça. Oui. Donc, la décision, comme j'ai dit, de ce mouvement pour entrer dans le 20 février a été d'abord dite individuellement par cette fille, ce qui nous donne aussi une idée sur la place des femmes dans ce mouvement à cette époque-là, qui est complètement différente de maintenant, où on n'a pas de voix féminine au sein du mouvement, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est la jeunesse. Il y a eu un communiqué officiel de la jeunesse de ce mouvement islamiste le 16 février qui disait, bien sûr, après avoir pris la décision en interne, qu'ils étaient prêts à participer. Et elle relate, une différence importante, comme j'ai dit, entre Casablanca et Rabat. Elle dit, contrairement à Rabat, à Casablanca, il n'y a pas eu de conflit de coordination entre les islamistes et les jeunes du 20 février. Et qu'ils arrivaient à s'entendre, à se convaincre, etc. Alors qu'à Rabat, c'était un peu plus difficile, et elle relate elle-même des incidents de liberté, de s'habiller, de fumer, etc. En fait, elle lit aussi le mouvement en termes d'acquis, que c'était une expérience avec beaucoup d'acquis, d'abord parce que c'était pacifique, contrairement à d'autres pays, et ça a donné l'occasion aux jeunes, pas uniquement aux jeunes de son mouvement, mais aussi aux jeunes indépendants et d'autres, justement de démontrer une autre hypothèse qui était très dominante dans la littérature sur le rapport des jeunes aux politiques, que ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients politiquement, c'est qu'ils boycottaient parce qu'ils sont justement trop conscients politiquement. Et ça, on l'a vu dans les exemples que mon collègue a présentés, les manifestations récentes au Maroc, qui sont aussi portées par des jeunes qui sont très, très conscients politiquement. Voilà. Donc pour elle, mais elle termine aussi avec une sorte de déception, mais différente de la déception de Karima, c'est que pour elle, le mouvement, c'est-à-dire le mouvement du 20 février n'a pas réussi aussi ce dialogue qu'elle espère entre les différentes composantes des féminismes au Maroc. Et donc, c'est encore pour elle un moment raté pour instaurer un dialogue. Et je ne rentre pas dans les détails où il y a des dialogues individuels entre les féministes des différents mouvements, parce que ça existe, mais on n'a pas, ça ne se fait pas au niveau institutionnel. Je termine juste pour revenir sur les 3 questions théoriques que nous avons posées. Est-ce que c'est une nouvelle génération? Oui, parce que c'est une nouvelle génération de jeunes. On peut juste à partir du critère de l'âge, et surtout à partir de ces conflits intergénérationnels de tutelle, parce qu'on avait taxé ces jeunes du 20 février de genoux, de brahage, etc., en termes qu'on a utilisés en Darija. Ensuite, le deuxième point, c'est sur ce dialogue difficile entre les islamistes, les féminismes islamistes et les féminismes de gauche, etc. Et est-ce que c'est un nouveau féminisme? En tout cas, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas pensé, il n'y a pas de production théorique réfléchie de la part de cette jeune génération. Et je vous remercie. Désolée si j'ai trop tardé. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai, les 2 interventions ont été très riches, et il nous reste un quart d'heure pour pouvoir un peu répondre aux attentes de l'auditoire, parce que de nombreuses questions ont été posées à l'un et à l'une. Donc, je pense que M. Houga a eu le temps un petit peu de prendre connaissance des questions qui ont été posées, à lui en particulier. On va lui donner donc la parole pour pouvoir répondre. Padma, tu auras le temps, entre-temps, de pouvoir lire les questions
qui te sont adressées. Je voudrais juste rapidement, peut-être un petit peu retenir une conclusion de chaque intervention. Pour l'intervention de Fatma, elle me confirme dans une analyse que j'avais faite il y a quelque temps, à savoir qu'au fond, l'action, plutôt les droits des femmes, les demandes féminines ne peuvent franchement déboucher sur des résultats, des outputs, que lorsque l'action féminine s'autonomise par rapport à l'action politique partisane ou l'action politique sous forme de mouvement. Les 2 ou 3 dernières décennies de réforme en matière de Mudawana montrent que finalement les femmes n'obtiennent de résultats que lorsqu'elles autonomisent leur action par rapport à l'action proprement ou strictement politique et partisane. Ce que je retiendrai de l'intervention de M. Houga, c'est qu'il y a une action protestataire qui se développe, qui est importante, qui n'est pas sans effet, puisque parfois elle infléchit les décisions du gouvernement, de l'exécutif, mais en même temps, on voit très bien que le système, dans son fonctionnement, reste largement verrouillé et que l'action protestataire ne parvient pas, en quelque sorte, à pouvoir de l'intérieur modifier le fonctionnement du système politique. Voilà rapidement ce que j'ai retenu. Donc, est-ce que, éventuellement, avant de donner la parole aux intervenants pour les réponses, est-ce que, Alessandro, tu as envie de… Non, je pense qu'effectivement, le temps presse. Alors, je vais te donner la parole, Houga, pour pouvoir un peu glaner donc quelques questions et leur donner quelques réponses. Elles sont nombreuses. Évidemment, il est impossible de pouvoir répondre à toutes les questions. Il va falloir faire le tri et choisir. Et toi, Fatma, entre-temps, tu auras le temps de voir un peu les questions qui te semblent les plus importantes. Vas-y, c'est Haga. Oui, c'est Mohamed. Les questions sont si abondantes qu'il est difficile de répondre à tout ce qui a été soulevé. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de questions qui ont été écrites en italien et je n'arrive pas à le déchiffrer. Donc, je me suis limité donc à lire celles qui sont rédigées en anglais ou bien en français. Qu'il m'excuse, que l'auditoire m'excuse bien sûr cette défaillance linguistique qui revient à moi, la défaillance linguistique en italien. Voilà, donc thématiquement parlant, l'ensemble des questions qui ont été posées traitent généralement des questions des institutions, des protestations et des réseaux sociaux. Voilà, j'aimerais bien répondre de cette façon assez générale, je n'en dirais pas pour satisfaire tout le monde, mais pour satisfaire au moins quelques parties, ou bien une ou bien 2 parties dans chaque question. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, les questions posées, est-ce que les réseaux sociaux sont de nature à infléchir la tendance, c'est-à-dire à exercer une influence sur les designs institutionnels? Certainement, il est difficile de répondre par l'affirmative ou bien par la négative pour la simple raison que les réseaux sociaux sont un champ, constituent un champ. On parle aujourd'hui d'un champ digital comme on parle d'un autoritarisme digital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les activistes, mais il y a également les contre-activistes. Et voilà donc, ça crée une sorte de conflit sur l'imposition du sens. J'emprunte cette terminologie de Bourdieu pour l'imposition du sens politique à l'intérieur même des réseaux sociaux. Je pense que le design institutionnel et les principes architecturaux de la gouvernementalité politique dépendent énormément de l'espace social, de la nature des conflits d'espace social et le degré auquel la classe moyenne est capable de mettre entre les mains, je dirais, sa propre définition des institutions politiques. Voilà un élément qui me semble fondamental en ce qui concerne ce genre de questions. Les protestations ont joué un rôle, certainement, mais il reste que leur effet demeure
j'en dirais pas inefficace, mais demeure minime parce que il y a des répressions, il y a il y a des répressions qui parfois condamnent à 20 ans de prison ferme, etc. Donc, il y a là, si vous voulez dire, une pression pour la démobilisation protestataire. Donc, il y a des tentatives de démobilisation, mais dans une étude que il est publié je crois que sur le net, c'est une étude publiée en 2020, je crois, c'est une relation de court et de long terme entre l'usage de la force et le déclenchement des protestations. Dans le court terme, généralement, l'utilisation de la force réussit à endormir les protestations, mais au contraire, dans le long terme, il contribue à les déclencher. On a obtenu ce résultat grâce à une technique économétrique qui s'appelle la RDL. Donc, le texte est en anglais sur Internet pour l'auditoire, pour ceux qui veulent le consulter. En ce qui concerne, est-ce que le contexte pandémique a retiré ce que les Marocains ont plutôt gagné avec le mouvement du 20 février? Je crois que les Marocains ont perdu un certain nombre de ce qu'ils ont gagné avec le gouvernement PJD. Il faut le reconnaître, avec les politiques antisociales, des politiques qui sont orientées orientées contre la classe moyenne, contre la culture, contre la liberté, contre les droits de l'homme, etc. Et avec le coronavirus, j'en dirais pas. Je crois que dans le coronavirus, il faut reconnaître des choses. L'État, la puissance de l'État a bénéficié aux citoyens, même s'il y avait quelques débordements en ce qui concerne les libertés. Mais il faut le reconnaître que les pouvoirs publics ont été à la hauteur, surtout dans la médicalisation des gens, dans un certain nombre de mesures thérapeutiques, etc. Seulement, on ne peut pas adhérer comme ça à l'idée que le Maroc a tout perdu avec coronavirus ou bien avec les islamistes. Non. Donc, il y avait un problème au niveau de l'interprétation des textes. Il y avait toujours ce mouvement de poids et de contrepoids. Et c'est ça la politique à travers le monde. Il y a toujours des influences, des contre-influences, etc. Mais je pense que l'avenir des institutions au Maroc, il est sur la bonne voie. Le Maroc choisit bien sûr ce qu'on appelle dans le domaine décisionnel sa voie de réforme, etc. C'est un incrémentalisme qui permet au bout du compte, c'est-à-dire sur le long terme, de déboucher sur des changements qualitatifs. Le cas de la justice est un exemple. Il y a 20 ans, la justice au Maroc n'était pas comme aujourd'hui. Donc, je suppose que il y a des autres forces qui militent pour la démocratie. Par exemple, en ce qui concerne la justice, une question vient d'être posée. Est-ce que quel est l'avenir de la justice au Maroc? Je crois que du côté investissement, du côté besoin du Maroc aux investisseurs étrangers, etc., on peut supposer que l'indépendance de la justice sera un chantier obligé pour les pouvoirs publics et même pour les autorités qui s'attachent parfois au classicisme décisionnel ou bien aux pressions qu'on a souvent l'habitude de ranger sous la catégorie autoritarisme ou bien pseudo-autoritarisme, etc. Donc, il reste une question, c'est Mohamed, parce que les questions sont tout à fait foisonnantes, c'est le problème de la société internationale. Qu'est-ce que la société internationale peut faire à l'égard des protestations? Je crois qu'aujourd'hui, dans la littérature contemporaine de sciences politiques, un certain nombre de chercheurs ont prêté attention aux facteurs internationaux dans le déclenchement des protestations. Nous savons très bien, après les publications des emails de Hillary Clinton, c'est-à-dire certaines reconnaissances qui ont été faites publiquement, que ce qu'on appelle le printemps arabe, il est vrai qu'il prend appui sur un terrain de frustration et de privation relative, si vous voulez dire, des sentiments d'injustice, de démographie politique, mais ça existe également, la dimension internationale, depuis le commencement de Arab Reform Initiative et les enquêtes de terrain de Mark Tisler sur l'islam politique. Donc, ce sont des choses qui se sont dévoilées. Il semble qu'il y a derrière, je ne dirais pas invisible à la manière d'Adam Smith, mais
il y avait donc le facteur international, lui aussi, joue un rôle très important, que ce soit dans l'endormissement des protestations dans un pays qui est considéré allié, ou bien dans les débordements que peut avoir le pouvoir politique, notamment quand il s'inscrit, par exemple, dans une ligne réfractaire à la politique des puissances internationales. Et je vous remercie infiniment. Je réitère mes excuses pour les étudiants, l'auditoire, pour lesquels je n'ai pas pu de répondre à toutes les questions. Mais donc, je crois que mes textes sont sur Internet pour ceux et celles qui veulent les consulter. Merci infiniment, c'est Mohamed. Merci beaucoup, M. Houka. Je donne tout de suite la parole à Fatma pour qu'elle puisse, dans 4 minutes, pour qu'on respecte le temps à partir de 19h, donc de donner réponse aux questions, à certaines questions. Elle peut avoir une dizaine de minutes. On peut même dépasser 5. Non. 4 minutes, c'est. Non, elle peut respirer quand même. 19h, donc on a essayé un peu d'être respectueux. Merci. Bon, mais ça va, donc on peut avoir un peu plus de temps et impeccable. Très bien, je vais essayer parce que j'ai eu... Merci beaucoup, franchement, je suis vraiment très ravie par toutes les questions. Désolée, je vais essayer en fait de les rassembler. Voilà, de les rassembler. Je commence par pourquoi les jeunes du 20 février ont refusé de participer. On n'a pas une réponse de leur part. Pourquoi ils ont refusé de participer à la commission de la révision de la Constitution. Enfin, il y a eu un refus, on ne sait pas. Mais bien sûr, il y a par exemple, les autres femmes qui étaient militantes dans des ONG, etc., elles ont participé. Et ce qui est un peu paradoxal de tout ce que l'exposé que j'ai fait, c'est qu'il y a un décalage entre les revendications très timides portées par le mouvement du 20 février en termes de l'égalité et des droits des femmes et ce que la Constitution a apporté. Parce que la Constitution de 2011, elle a apporté beaucoup de choses en termes d'égalité. On a même la parité. Donc, c'est ce qui n'a jamais été revendiqué par le mouvement du 20 février. Mais, comme j'ai dit, il y a d'autres, parce que, comme j'ai dit, le mouvement des droits des femmes, il est énorme, il est complexe, et il n'est pas représenté tous dans le 20 février. Donc, les autres, soit des partis politiques, des ONG, des syndicats qui ont fait des propositions à la Commission, et le travail de la Commission a fait, et aussi, on a ce qu'on appelle un féminisme d'État qui est toujours derrière les réformes en Maroc. Je pourrais, si j'ai une seconde après, je pourrais mettre des textes dans le chat, sinon je vais les envoyer à Hilaria. Je crois que c'est plus simple. C'est plus simple. Après, je fais une bibliographie de ce que j'ai dit. Donc là, vous allez avoir des références sur ces lois dont on a parlé. Donc voilà, il y a ce décalage entre le très timide porté par les 20 février et ce que l'État, la Constitution a apporté. Il y a eu des questions aussi sur le rôle des hommes. Oui, il ne faut pas toujours croire que quand on parle de domination masculine, des mentalités des hommes, etc., non, parce que quand on parle des mouvements et des féminismes, des mouvements des droits des femmes au Maroc ou ailleurs et des féminismes, il y a aussi des hommes qui sont dedans, qui sont des membres et qui sont, par exemple, l'un des textes référents des féminismes islamistes ou même dans la prise de conscience nationaliste arabe islamiste, c'est un homme, c'est Qasim Amin, qui a écrit un texte pour la libération des femmes. Donc, je parlais tout à l'heure de Cheikh Yassine, qui est considéré par cette jeune leader comme quelqu'un qui a vraiment aidé à l'émancipation des femmes de l'Adl, etc. Donc, il faut aussi nuancer cette idée que les hommes sont toujours contre les droits des femmes, etc. Ensuite, il y a eu des questions sur le rôle, qu'est-ce que peuvent faire les ONG, les bailleurs de fonds internationaux, etc., pour pousser vers plus d'acquis des droits des femmes, etc. Oui, comme vous le savez, il y a une énorme présence des ONG internationales, mais pas que ça. Il y a aussi, nous avons aussi, et c'est Mohamed a des textes sur la société civile marocaine qu'il peut partager aussi, très forte, qui travaille au... Il est 18h. Qui est très présente, pas uniquement au niveau national, mais surtout dans les territoires, dans les différents territoires, dans les différentes régions où ces petites associations, à partir d'une petite action, peuvent apporter des changements dans la perception des rôles, de ce que peut faire une jeune fille, etc. Et convaincre les parents, etc. Mais là, la discussion qu'on a eue récemment
avec le CNDH, c'est-à-dire le Conseil national des droits de l'homme, pour justement comment aider plus à diffuser cette culture d'égalité et de parité chez les populations qui ne sont pas de l'élite, parce que l'élite, elle connaît déjà les concepts dont on a parlé de genre, d'égalité, de parité, mais les gens ordinaires, les femmes ordinaires dans ces territoires ne connaissent pas. Donc, il y a eu toute une discussion sur comment trouver des concepts locaux, vernaculaires, du lexique de ces populations, dans leurs expressions culturelles, dans leurs proverbes, dans leur culture, qui peuvent traduire l'idée d'égalité sans utiliser ces termes qui sont trop abstraits ou qui sont considérés comme justement venant de l'Occident, et donc on les refuse catégoriquement. Donc ce travail sur le lexique à utiliser pour parler aux gens ordinaires, aux femmes ordinaires, aux enfants, aux jeunes, etc., c'est très, très important. Et il faut les glaner dans la culture des gens. Donc ça a été aussi une des questions. La situation pandémique, moi je dirais, et désolé si ça ne répond pas peut-être à ce que vous attendiez, la situation pandémique au Maroc, elle a, par rapport aux femmes, elle a plus visibilisé le phénomène de violence à l'égard des femmes, que ce soit violence familiale, physique, domestique, etc., mais aussi des violences qu'on n'avait pas avant. C'est notamment la violence économique, parce que c'est des femmes qui sortaient travailler et puis il y a eu tout un arrêt, etc. Donc, il y a des travaux qui sont en train de se faire en ce moment par rapport à ça. Et la violence numérique ou les violences numériques qui n'étaient pas prises en charge par la loi. Et donc, il y a tout un débat sur comment réviser la loi à l'aune justement de ces différentes violences auxquelles la femme a fait face durant cette période. Et je pense que c'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement le Maroc, qui concerne aussi d'autres pays. Je vais regarder si j'ai d'autres... Oui, la dernière question, oui, c'était, enfin, la dernière, celle qui a été posée enfin. Oui, c'est ce que je disais, c'est que, oui, c'est l'argument qu'on a donné aux jeunes activistes du 20 février qui voulaient mettre la question de l'égalité dans la liste des revendications, c'était, on leur disait, non, ce n'est pas une priorité pour le moment. La priorité, on va d'abord, on appelle ça, l'Arabia, Mohamed, tu peux traduire, matalib khubziya, c'est-à-dire c'est des revendications liées au pain. Si on voilà. traduit littéralement. Oui. Voilà, c'est des revendications de pain, c'est-à-dire les gens ont d'abord besoin des droits sociaux, économiques, avant qu'on passe. C'est comme si l'égalité, la parité, les libertés publiques, la liberté d'expression, d'opinion, de religion, etc., c'est des choses qui sont le luxe, enfin, c'est après. Donc ça c'était et voilà, c'est toujours voilà, c'est pas une priorité pour le moment. On verra après quand on aura changé le système, c'était un peu l'idée, ou enfin booster le système et puis on verra par la suite. Le dernier point, c'est sur l'héritage. Et peut-être j'arrêterai là. Oui, ça commence. C'est pas comme aussi visible sur l'espace public que la Tunisie sur les débats sur la question de l'héritage, mais depuis des années, et là aussi Mohamed peut en témoigner, il y a des écrits, il y a des travaux, et de plus en plus on commence à en parler. J'ai parlé tout à l'heure d'un mouvement des Soulaliyat, c'est ces femmes des terres collectives, c'est-à-dire c'est des terres qui appartiennent à la tribu, à la communauté, et qui ne se vendaient pas, c'est-à-dire il y avait une exploitation interne, mais à un certain moment récemment, ça commençait à être vendu et elles étaient exclues de la vente et de la compensation que les membres recevaient. Et puis il y a eu un changement, il y a eu même donc, une loi. Et là, la question de l'héritage, enfin, on utilise un peu ça pour légitimer un peu une demande de plus en plus sur l'espace public pour demander la question de l'héritage. Mais bien sûr, comme vous le savez, comme partout, il y a des contournements, c'est-à-dire les femmes, enfin les familles, elles font des contournements, c'est-à-dire le père, il va par exemple vendre enfin, quelque chose, une propriété à sa fille avant son décès. Etc. Donc il y a des modalités de contournement. La question sur la justice, oui, la justice, bien sûr, elle est importante pour les droits des femmes. Et j'ajouterais aussi les lois, parce que des fois on nous dit pourquoi on a besoin des lois. J'ai mentionné la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui date chez nous de 2018 et qu'on commence déjà à questionner, on veut la réformer, mais au moins elle est là, même si elle n'est pas parfaite, au moins c'est un socle important parce que sans des lois,
et sont justement un système de justice qui interprète ces lois en faveur des droits des femmes, c'est pas gagné. Et là aussi, il y a tout un débat sur comment aussi sensibiliser les juges à la question de l'égalité, de la parité, etc. Très bien. Est-ce que éventuellement, Monsieur Houga ou quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de plus? Je sais qu'il y a quelque chose. Oui, oui. Oui, donc voilà. Il y avait une autre question à laquelle je n'ai pas pu répondre au départ et qui concerne pourquoi le mouvement du 20 février est-il un mouvement qui, c'est-à-dire singulier dans l'histoire politique du Maroc? Voilà l'une des questions les plus importantes. Je crois que, à mon avis, il faut mettre l'accent sur les facteurs de l'émergence de ce mouvement. Et quand je parle du mouvement du 20 février, je ne parle pas c'est-à-dire de ces coalitions politiques comme les démocrates ou bien l'Adl al-Ihsan qui ont aidé. Non, je parle du noyau dur, c'est-à-dire le noyau dur d'une catégorie démographique donnée et qui a contribué à remettre en cause, je dirais, les valeurs fondamentales de l'ordre social, de l'ordre politique en particulier, de l'ordre politique, la distribution des richesses, etc., suivant bien sûr les revendications de ce mouvement. Alors, j'ai travaillé personnellement sur 500 activistes de ce mouvement, en utilisant l'approche quantitative, suivant des métriques et des mesures c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'utiliser, et nous avons trouvé que nous avons essayé de tester les théories dominantes dans le domaine de l'action protestataire pour voir laquelle semble en réalité. Alors, nous avons trouvé que parmi les éléments fondamentaux et qui ont été derrière, ce sont les motivations culturelles. C'est un type particulier de valeurs qui s'appelle self-expression values ou bien les valeurs d'expression de soi. C'est un élément qui a sauté de l'analyse, c'est-à-dire qui ont des valeurs qui ont sauté des données. Voilà, nous avons également quelques éléments ou bien quelques variables relatifs à ce qu'on appelle la frustration relative, mais la variance expliquée dans l'action protestataire des jeunes du mouvement 20 février revient plutôt aux paramètres liés à la culture politique. Voilà, donc ça, c'est l'élément que je voudrais surtout expliciter. La deuxième question porte sur les mouvements de protestation qui ont secoué le monde arabe après 2011. Est-ce qu'il y avait des ressemblances? Est-ce qu'il y avait des similitudes? Est-ce qu'il y avait des différences? Bon, si je prends les deux cas, bien sûr, il est très difficile de généraliser, mais tâchons à prendre, par exemple, la Tunisie, l'Algérie. Voilà les trois pays qui se côtoient et qui ont, entre parenthèses, une histoire, disons, une histoire culturelle, une histoire religieuse, histoire économique à peu près similaire et identique. Je crois qu'il y a des ressemblances entre le cas de l'Algérie et le cas de la Tunisie. Et ça s'exprime en effet dans l'insatisfaction des citoyens, l'insatisfaction des activistes au cours des choses après le soulèvement. Surtout en Tunisie, nous avons constaté comment les protestations ont saisi les villes moyennes, les villes moyennes en Tunisie après le départ de Ben Ali et après l'instauration de la démocratie tunisienne sous le marhoum Baji, etc. Donc, il y avait toujours ce problème de frustration et ce problème d'attaque des politiques publiques parce que, historiquement parlant, elles ont
ils ont été responsables des inégalités socio-spatiales. Et nous pouvons le constater dans le cas du Rif chez nous, le cas de Jarada, d'Ourzazat, etc. Donc, avant le mouvement 20 février, déjà, les soulèvements de Taza présentent cette tendance en 2008, je me rappelle. Donc, c'est à peu près. Mais pour l'Algérie, je crois que dans le cas de l'Algérie, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose parce que le soulèvement des jeunes en Algérie qui n'a pas abouti lors du règne de Bouteflika, c'est-à-dire depuis 2011, etc. Mais par la suite, et qui va, la deuxième vague de ce qu'on appelle le printemps arabe, avait des motivations différentes par rapport aux motivations qu'avaient les activistes, que ce soit en Tunisie ou bien au Maroc. Au Maroc, les gens ne contestent pas généralement les réformes établies, mais ils attendent de retomber sur le terrain, c'est-à-dire ils attendent quelque chose de concret. Et, voilà donc je crois la différence et je me suffis de ceux des questions et je vous renvoie la parole, c'est Mohamed. Merci beaucoup. Fatma, est-ce que tu as éventuellement quelque chose rapidement à ajouter? Alors, à vous remercier tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme j'ai promis, je vais envoyer les références bibliographiques à Hilaria par la suite. Merci. Très bien. Donc, à mon tour, de remercier les organisateurs, les responsables du programme PrimeAid et à l'auditoire de sa patience pour nous avoir écoutés durant donc, 1h30 et plus. Voilà, donc je te donne la parole, cher Alessandro, pour un dernier mot. Moi aussi, seulement pour remercier les étudiants et les autres qui ont été avec nous et qui ont bien participé, et pour vous remercier vraiment. Et déjà, en avance, aussi vous remercier de la patience avec laquelle vous accueillerez les mails que vous avez reçus et que vous recevrez. Donc, encore merci. Et je rappelle à l'auditoire que le prochain séminaire sera le 27 septembre et le thème sera le cas libanais. Cette fois, on va réfléchir sur la situation libanaise. Juste remercier les traducteurs et traductrices. Ah oui, absolument, absolument. Absolument. Voilà. Merci Mohamed et merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.